Imaginez la scène. Nous sommes en mai 1940. L'Amérique n'est pas encore en guerre, mais tout le monde sait qu'elle arrive. Dans le Michigan, dans une petite usine appelée Hastings Manufacturing, des ingénieurs enchaînent des journées de 12 heures. Ils ne construisent pas des tanks. Ils ne fabriquent pas des bombes. Ils construisent de quelque chose de bien plus invisible, bien plus essentiel. Ils construisent la partie du moteur que personne ne voit. Jusqu'à ce qu'elle casse, le segment de piston. Et ils ont un problème catastrophique. Les segments en fonte qu'ils fabriquent depuis 1923 sont en train de mourir. Dans les voitures, ils durent peut-être 30 000 kilomètres. Mais l'armée teste maintenant des moteurs d'avion monstrueux, des monstres de 2000 chevaux, 18 cylindres disposés sur 2 rangées, tournant à 3000 tours par minute. Et à l'intérieur de ces moteurs, à des températures approchant les 650 degrés Celsius, les segments de piston se désintègrent en 40 heures. 40 heures, c'est 4 missions. 4 survols du territoire ennemi avant que le moteur ne doive être démonté et reconstruit. Ce n'est pas un inconvénient mineur. C'est une condamnation à mort pour l'effort de guerre avant même que la guerre n'ait commencé. Pour comprendre pourquoi cela importe, il faut comprendre ce que fait réellement un segment de piston. Pensez à votre cœur. Il pompe le sang. Mais si les valves fuient, vous mourrez. Un segment de piston est la valve d'un moteur. Il se trouve dans une gorge taillée dans le piston. Quand le carburant explose, le segment scelle la chambre de combustion. Il emprisonne toute cette énergie. Il force le piston à descendre. Il convertit l'explosion chimique en mouvement mécanique. Sans cette étanchéité, l'explosion fuit le long du piston. On appelle cela du blow-by. Le moteur perd de la puissance. Il brûle de l'huile. Il s'étouffe avec ses propres fumées. Mais l'étanchéité n'est que la moitié du travail. Le segment doit aussi racler. Alors que le piston monte et descend des milliers de fois par minute, l'huile éclabousse partout à l'intérieur du moteur. Trop d'huile dans la chambre de combustion, et le moteur fume comme une cheminée. Le segment racle l'excédent pour le renvoyer dans le carter. Il en laisse juste assez pour lubrifier, pas assez pour brûler. Et puis il y a la chaleur. Le haut du piston devient si chaud qu'il rougeoie. Le segment doit conduire cette chaleur vers l'extérieur. Il la transfère à la paroi du cylindre. Le segment est un pont thermique entre le piston et le système de refroidissement. Si le segment lâche, le piston surchauffe, il se dilate, il se grippe, le moteur se bloque, l'hélice s'arrête, l'avion tombe du ciel. Alors quand l'armée est venue chez Hastings en 1940 et a dit « Nous avons besoin de segments qui durent 200 heures, pas 40 », les ingénieurs savaient qu'on leur demandait de défier les lois de la physique. Les segments en fonte ne pouvaient pas survivre. Le matériau était trop fragile. À haute température, il perdait son élasticité. Il cessait d'assurer l'étanchéité. Le carbone dans la fonte s'oxydait. Le segment s'usait. À la 50e heure, c'était du métal qui frottait contre du métal. À la 80e heure, ce n'était plus que de la ferraille. Le problème n'était pas propre à Hastings. Chaque fabricant de segments de piston en Amérique faisait face au même mur. Pratt et Whitney concevaient le double Wasp Air 2800. Wright Aeronautical construisait le Cyclone Air 3350. Allison perfectionnait le V1710. C'étaient les moteurs qui allaient propulser le P-47 Thunderbolt, le B-29 Superfortress, le P-38 Lightning. Mais sans segments capables de survivre, ces moteurs n'étaient que des presse-papiers. En juin 1940, un ingénieur senior chez Hastings, nommé Howard Fletcher, eut une idée radicale. « Oubliez la fonte, dit-il. Nous devons penser comme des armuriers. » Les canons de fusils et d'artillerie militaire étaient chromés. Le chrome était dur. Le chrome résistait à la chaleur. Le chrome ne s'oxydait pas. Le chromage était utilisé sur les canons depuis la fin des années 1930. Si cela pouvait protéger un canon de fusil de la violence érosive de la poudre à canon, peut-être que cela pourrait protéger un segment de piston de la violence de la combustion. Mais il y avait un hic. Personne n'avait jamais réussi à chromer un segment de piston. Le processus de chromage électrolytique nécessitait d'immerger la pièce dans un bain chimique et d'y faire passer un courant à haute intensité. Les ions de chrome se liaient à la surface atome par atome. La couche n'avait que 5 à 10 millièmes de millimètre d'épaisseur, plus fine qu'un cheveu humain,
mais elle était incroyablement dure, 70 sur l'échelle Rockwell C. Plus dure que la plupart des outils de coupe. Les premiers segments d'essai sortirent du bain de chromage en juillet 1940. Ils étaient magnifiques, brillants, argentés, comme des bijoux, mais quand on les installa dans un moteur d'essai et qu'on le fit tourner pendant 6 heures, ce fut le désastre. Le chrome se fissura. Il s'écailla par plaques. Les morceaux se logèrent dans les pistons en aluminium tendre comme des éclats d'obus. Les pistons ressemblaient à des passoires. Le moteur était ruiné. Le problème était le choc thermique. Quand le moteur démarrait à froid, le segment était à température ambiante. Quand il atteignait sa température de fonctionnement, le segment était à 200 degrés Celsius. La fonte en dessous se dilatait. La couche de chrome au-dessus ne se dilatait pas à la même vitesse. La liaison entre les deux matériaux cédait. Le chrome sautait comme de la peinture qui s'écaille sur un mur. Fletcher retourna à la chimie. Il expérimenta différentes solutions de chromage. Il essaya différentes densités de courant. Il essaya de chauffer les segments avant le chromage. Il essaya de les chromer en plusieurs couches minces plutôt qu'une seule couche épaisse. Il essaya d'ajouter du soufre au bain. Il essaya d'ajouter du plomb. Rien ne fonctionna. En octobre 1940, le projet était sur le point d'être annulé. Puis, Fletcher tenta quelque chose de désespéré. Et si le problème n'était pas le processus de chromage? Et si le problème était le matériau de base? La fonte était la mauvaise fondation. Elle était trop rigide, trop fragile. Et s'il partait de l'acier à la place? L'acier était plus flexible. L'acier pouvait absorber la dilatation thermique sans se fissurer. Il était plus résistant. Il pouvait supporter des pressions plus élevées, mais l'acier avait son propre problème. L'acier était plus dur que la fonte. Si on mettait un segment en acier nu dans un cylindre en fonte, le segment agirait comme une lime. Il creuserait des rainures dans la paroi du cylindre. Le cylindre serait détruit en quelques heures. C'est pour cela que tout le monde utilisait des segments en fonte. Ils étaient plus tendres que le cylindre. Ils s'usaient eux-mêmes au lieu d'user le moteur. Ils étaient sacrificiels, à moins de les recouvrir de chrome. Fletcher convainquit la direction de commander des ébauches en acier au lieu de fonte. Elles arrivèrent en novembre 1940. Les segments en acier furent découpés, formés, traités thermiquement et envoyés au bain de chromage. Quand ils ressortirent, Fletcher les installa sur un banc d'essai. Il lança le moteur. Il tourna. 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures. Le moteur hurlait à plein régime. 20 heures, 30 heures, 40 heures. Fletcher n'osait pas espérer. 50 heures, 60 heures. À 80 heures, il l'arrêta et le démonta. Les segments étaient des parfaits. Le chrome n'avait pas fissuré. Il ne s'était pas écaillé. Il ne s'était pas usé. Il y avait des rayures microscopiques sur la surface, la preuve que cela avait fonctionné. Le segment avait toujours sa forme originale. La paroi du cylindre était impeccable. Pas de rainures, pas de rayures. L'huile était propre, sans particules métalliques. Le moteur avait survécu 2 fois plus longtemps que les spécifications militaires et il était encore en parfait état. Fletcher refit le test. Cette fois, 150 heures, puis 200 heures, puis 300 heures. Les segments ne lâchèrent pas. Ils continuèrent simplement de tourner. La surface chromée était si dure et si lisse que la friction était presque inexistante. Le film d'huile entre le segment et la paroi du cylindre était plus mince que jamais. Moins d'huile signifiait moins de traînée. Moins de traînée signifiait plus de puissance. Le moteur n'était pas seulement plus durable, il était plus efficace. Mais il y avait un côté plus sombre à cette innovation. En décembre 1941, le Japon attaqua Pearl Harbor. L'Amérique était en guerre. Et soudain, Hastings n'essayait pas seulement de résoudre un problème d'ingénierie. Ils essayaient de garder des pilotes en vie. Chaque heure de vie du moteur était une heure qu'un équipage de bombardiers n'avait pas à s'inquiéter de voir son moteur numéro 3 prendre feu au-dessus du Pacifique. Chaque heure était une heure qu'un pilote de chasse pouvait passer à chasser des avions allemands au-dessus de la France au lieu de rentrer péniblement à la base avec un moteur mourant. L'armée passa commande pour 50 000 jeux de segments de pistons chromés, puis 100 000, puis 1 demi-million. Hastings ne pouvait pas suivre. Ils avaient 3 bains de chromage. Il leur en fallait 30. Ils manquèrent de chrome. Le chrome était un matériau stratégique.
La majeure partie venait d'Afrique du Sud et de l'Union soviétique. Le transport était dangereux. Les U-boots allemands coulaient les cargos par centaines. Chaque livre de chrome qui parvenait jusqu'au Michigan était précieuse. L'entreprise embaucha des métallurgistes pour trouver comment chromer plus fin. S'ils pouvaient obtenir la même dureté avec une couche plus mince, ils pourraient étirer leur stock de chrome. Ils réduisirent l'épaisseur de 5 à 3 millièmes de millimètre, puis 2 millièmes. Le segment fonctionnait toujours. Il marchait sur un fil. Trop épais, et il manquait de chrome. Trop fin, et le chrome s'usait. Il devait atteindre l'épaisseur minimale exacte pour que le chrome dure juste assez longtemps. À la mi-1942, Hastings avait 15 chaînes de chromage tournant 24 heures sur 24. Des femmes opérèrent les bains parce que la plupart des hommes avaient été envoyés au front. La solution de chromage était toxique, du chrome hexavalent. Elle provoquait des brûlures, elle endommageait les poumons. Les ouvrières portèrent des gants en caoutchouc et des masques à gaz. La ventilation était insuffisante. Certaines tombèrent malades, d'autres démissionnèrent. Mais la plupart restèrent parce qu'elles comprenaient ce qui était en jeu. Leurs frères, leurs fils, leurs maris volaient dans des avions qui dépendaient de ces segments. Le processus de production était une danse complexe de précision et de rapidité. Chaque segment commençait comme une bobine d'acier à ressort. L'acier était déroulé et coupé en bandes, les bandes étaient formées en cercles, les cercles étaient traités thermiquement pour leur donner la bonne dose d'élasticité. Trop mou, ils n'assuraient pas l'étanchéité. Trop dur, ils se brisaient sous la contrainte. Le traitement thermique devait être parfait. Plus ou moins 5 degrés Celsius faisaient la différence entre un segment qui durait 300 heures et un qui lâchait en 20. Après le traitement thermique, les segments passaient à la rectification. Ils devaient être rectifiés aux dimensions exactes. Le diamètre extérieur devait correspondre à l'alésage du cylindre à 5 millièmes de millimètre près. L'épaisseur devait être uniforme sur toute la circonférence. Toute variation provoquerait une usure inégale. Les meules étaient imprégnées de diamants. Elles s'usaient après quelques centaines de segments. Chaque meule coûtait $50. L'usine en utilisait 10 par jour, puis venait la coupe de la lumière. Chaque segment de piston a une lumière pour pouvoir être comprimé et installé sur le piston. La taille de la lumière est critique. Trop grande, les gaz de combustion s'échappent. Trop petite, le segment se dilate en chauffant et se bloque dans le cylindre. La lumière devait être précise au centième de millimètre. Les ouvriers utilisaient des gabarits de coupe spécialisés. Chaque coupe prenait 15 secondes. Un opérateur qualifié pouvait couper 4 segments par minute pendant 8 heures, 6 jours par semaine. Après la coupe, les segments partaient au nettoyage. Ils étaient plongés dans une solution dégraissante pour enlever toute trace d'huile ou de contamination. Puis, ils étaient rincés à l'eau distillée. Puis ils étaient séchés à l'air comprimé. Toute empreinte digitale, toute poussière, toute trace d'huile empêcherait le chrome d'adhérer. Les ouvriers portaient des gants blancs en coton. Ils manipulaient les segments comme s'ils manipulaient des diamants. Pendant ce temps, dans le Pacifique, les segments chromés prouvaient leur valeur dans les conditions les plus brutales imaginables. Les moteurs R3350 des bombardiers B-29 étaient notoirement sujets à la surchauffe. Les cylindres arrière chauffaient tellement que les carters en magnésium prenaient parfois feu. Les incendies brûlaient à 1600 degrés Celsius. Ils faisaient fondre les longerons d'ailes en quelques secondes. Des avions entiers se désintégraient en vol, mais les segments chromés survivaient. Même quand tout le reste lâchait, les segments continuaient d'assurer l'étanchéité. Ils gardaient les explosions contenues. Ils maintenaient les moteurs en marche assez longtemps pour que les équipages puissent les couper et mettre les hélices en drapeau avant que l'incendie ne se propage. Il y a une histoire, peut-être apocryphe, peut-être pas, à propos d'un B-17 qui a pris des éclats d'obus au-dessus de l'Allemagne. Le moteur numéro 2 fut touché. La culasse se fissura. Le liquide de refroidissement gicla partout. Le moteur aurait dû se gripper immédiatement, mais les segments chromés continuèrent d'assurer l'étanchéité, même avec la moitié du cylindre manquante. Le pilote maintint le moteur à faible puissance pendant 40 minutes. 40 minutes à traîner à travers l'espace aérien ennemi avec un moteur mourant. Ce bombardier rentra en Angleterre. 10 hommes survécurent.
Tout cela à cause d'un segment chromé. Mais l'innovation eut un coût. En 1943, Hastings était le plus gros consommateur de chrome aux États-Unis après le gouvernement. Ils avaient un accès prioritaire à chaque cargaison qui arrivait d'outre-mer. Cela signifiait que d'autres industries étaient privées. Le chrome décoratif pour les voitures, le chrome pour les outils, le chrome pour les appareils électroménagers, tout était détourné vers les segments de piston. Le front intérieur dut faire des sacrifices. Les machines à laver sortirent avec des pièces en acier au lieu de chrome. Les voitures étaient peintes en couleur mate parce qu'il n'y avait pas de chrome pour les pare-chocs et les garnitures. Et il y avait un autre problème, le contrôle qualité. Quand on plaque 1 demi-million de segments par mois, des erreurs arrivent. Un mauvais lot de solution de chromage, une surtension qui change la densité de courant, un bac de rinçage contaminé. N'importe lequel de ces problèmes pouvait produire des segments avec une faible adhérence du chrome. Le chrome aurait l'air bien, il passerait l'inspection visuelle. Mais sous charge, il lâcherait. Et quand un segment lâchait en altitude, des gens mouraient. Hastings mit en place un protocole de test impitoyable. Chaque lot de segments passait par un test de torture. On installait les segments dans un moteur et on le faisait tourner à puissance et température maximale pendant 24 heures d'affilée. Si un seul segment montrait des signes d'usure, le lot entier était mis à la ferraille. Des milliers de segments, des dizaines de milliers de dollars, mais il n'y avait pas de place pour le compromis. Un mauvais segment n'était pas une réclamation sous garantie, c'était une condamnation à mort. Les moteurs d'essai tournaient dans des cellules insonorisées au sous-sol de l'usine. Ils tournaient jour et nuit. Le bruit était assourdissant même à travers les murs. Les vibrations secouaient tout le bâtiment. Les ouvriers à l'étage au-dessus sentaient leurs outils vibrer sur leurs établis. Les moteurs consommaient du carburant à un rythme incroyable, 75 litres par heure. L'usine avait son propre dépôt de carburant. Des camions-citernes arrivaient chaque matin pour le remplir. Les mécaniciens qui s'occupèrent des cellules d'essai étaient une race à part. Ils devaient être capables de diagnostiquer les problèmes à l'oreille. Un léger changement de ton signifiait qu'un roulement était en train de lâcher. Un cognement rythmique signifiait qu'un piston claquait. Un sifflement signifiait qu'un segment fuyait. Ils apprenaient à distinguer des douzaines de modes de défaillance différents simplement en écoutant. Ils pouvaient entendre des problèmes que les instruments ne détectèrent pas encore. Quand un moteur d'essai lâchait, les mécaniciens devaient le démonter immédiatement, chaud, encore fumant. Ils portaient des gants en amiante et des tabliers de cuir. Ils enlevaient les culasses alors que le métal était encore trop chaud pour être touché à main nue. Ils extrayaient les pistons. Ils mesuraient l'usure des segments avec des micromètres. Ils documentaient tout. Photos, mesures, notes. Chaque défaillance était analysée. Chaque tendance était étudiée. Les données allaient à Fletcher et son équipe. Ils les utilisaient pour affiner le processus de chromage. Les ingénieurs allemands connaissaient les segments chromés. Ils avaient accès à la même technologie. Mais l'Allemagne faisait face à un problème différent. Ils n'avaient pas assez de chrome. Leurs lignes d'approvisionnement étaient bombardées. Leurs mines s'épuisaient. Ils essayèrent des substituts, revêtements au tungstène, au molybdène, acier nitruré. Certains fonctionnèrent un moment, mais aucun n'égala la durabilité du chrome. En 1944, les moteurs d'avions allemands lâchaient 2 fois plus souvent que les moteurs américains, non pas à cause de la conception, mais à cause des matériaux. Les Japonais faisaient face à une pénurie encore pire. Ils n'avaient pas du tout de chrome sur leur territoire. Ils essayèrent d'en importer des territoires occupés, mais les sous-marins américains coulaient leurs cargos plus vite qu'ils ne pouvaient les remplacer. Les ingénieurs japonais eurent recours à des mesures désespérées. Ils chromèrent des canons, puis enlevèrent le chrome pour le réutiliser sur des segments de piston. Ils utilisaient des procédés chimiques pour récupérer le chrome des vieilles solutions de chromage. Ils raclaient le chrome de pièces endommagées et le rechromaient. Mais ce ne fut jamais assez. En 1945, les moteurs d'avions japonais avaient de la chance s'ils duraient 50 heures avant de nécessiter une révision. Pendant ce temps, les moteurs américains faisaient couramment 300 heures entre 2 révisions. Certains moteurs faisaient 500 heures. Quelques moteurs légendaires firent 1000 heures. C'est l'équivalent de voler de New York à Tokyo 25 fois.
Les segments chromés furent l'un des avantages méconnus qui donnèrent à la puissance aérienne américaine sa domination. Pas le seul avantage, pas même le plus important. Mais sans eux, la guerre aurait duré plus longtemps. Plus d'avions auraient été perdus, plus de pilotes seraient à mort. Après la guerre, les segments chromés devinrent la norme de l'industrie. Hastings céda la technologie sous licence à d'autres fabricants. En 1950, presque tous les segments de pistons en Amérique étaient chromés. Le processus qui avait été un secret de guerre devint une connaissance commune. Les ingénieurs le perfectionnèrent. Ils rendirent le chrome plus dur. Ils le rendirent plus fin. Ils le rendirent moins cher. Mais la percée fondamentale, l'intuition que des segments en acier avec un revêtement de chrome pouvaient survivre à la fonte, venait de Howard Fletcher et son équipe chez Hastings en 1940. Fletcher ne s'est jamais enrichi avec cette invention. Il était ingénieur salarié. Les brevets appartenaient à l'entreprise. Il reçut une petite prime, $500, environ $8 000 actuels. Il acheta des obligations de guerre avec. Il ne parla jamais de son travail. Il lui était interdit d'en discuter pendant la guerre, et après la guerre, il ne voyait simplement pas l'intérêt. Pour lui, ce n'était que de l'ingénierie. Il avait un problème. Il l'a résolu. C'est ce que font les ingénieurs. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Trouver des problèmes, les résoudre, passer au suivant. Pas de fanfare, pas de reconnaissance, juste du travail. Mais si vous fouillez dans les archives, si vous lisez les vieux registres de maintenance militaire, vous voyez ces empreintes partout. La durée de vie des moteurs doubla entre 1941 et 1943. Les heures de maintenance par heure de vol chutèrent de 60%. Les accidents liés aux moteurs chutèrent de 75%. Ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont des vies, des milliers de vies, des dizaines de milliers de vies. Il y a un B-17 exposé quelque part. Il a effectué 35 missions au-dessus de l'Allemagne. Il a pris des éclats d'obus 11 fois. 3 de ses moteurs furent remplacés pendant son service. Mais quand ils le retirèrent finalement et le démontèrent pour inspection, les segments de piston du moteur numéro 4 étaient toujours dans les tolérances, assuraient toujours l'étanchéité, fonctionnaient toujours. Ils avaient plus de 400 heures de vol. C'étaient des segments Hastings chromés installés en mars 1943. Le moteur qui propulsait l'avion a disparu depuis longtemps, fondu pour la ferraille probablement. Mais les segments, ces petits anneaux d'acier et de chrome, sont encore dans un tiroir quelque part dans les réserves du Smithsonian. Un conservateur m'a dit un jour qu'il les garde parce qu'ils représentent quelque chose d'important. Pas seulement la technologie, mais l'état d'esprit. L'idée que quand on fait face à un problème impossible, on n'abandonne pas. On n'accepte pas les limites. On trouve un moyen. On innove, on persévère, on refuse d'abandonner jusqu'à ce que la solution se révèle. Howard Fletcher est mort en 1968. Sa nécrologie mentionnait qu'il avait travaillé pour Hastings Manufacturing pendant plus de 30 ans. Elle ne mentionnait pas les segments chromés. Elle ne mentionnait pas l'effort de guerre ou l'innovation. Elle disait qu'il laissait derrière lui sa femme, 3 enfants et 7 petits-enfants. Elle disait qu'il aimait la pêche. Mais quelque part dans un classeur à Hastings, dans le Michigan, dans une salle d'archives poussiéreuse, il y a un carnet de bord de 1940. Et à la page 73 de l'écriture de Fletcher, il y a une seule ligne. 14 novembre, test réussi. Le chrome tient à 300 heures. Pas de fissure, pas d'usure, cela va fonctionner. 4 mots. Cela va fonctionner. La phrase la plus américaine jamais écrite. Pas « cela pourrait fonctionner ». Pas « cela marcherait peut-être si on a de la chance ». Cela va fonctionner. La confiance que si l'on jette assez d'intelligence, assez de sueur, assez de détermination et assez de nuits blanches sur un problème, on peut le vaincre. Cette confiance a construit les segments chromés, et ces segments ont maintenu les moteurs en marche, et ces moteurs ont gardé les avions en vol. Et ces avions ont gagné la guerre. Aujourd'hui, les segments de piston sont toujours chromés. Le processus moderne a évolué. On utilise différents types de chrome, plus durs, plus lisses, mais le principe est le même. Un segment en acier avec une face chromée survivra à tout le reste. Et cela a commencé dans une petite usine du Michigan en 1940, quand un ingénieur nommé Howard Fletcher
a regardé un segment en fonte et a dit « Nous pouvons faire mieux ». Chaque fois que vous démarrez votre voiture, il y a des segments chromés qui assurent l'étanchéité de la combustion à l'intérieur de votre moteur. Vous ne les voyez pas. Vous ne pensez pas à eux. Mais ils sont là, tournant à des milliers de tours par minute, assurant l'étanchéité, raclant, conduisant la chaleur, gardant votre moteur en vie. Descendant des segments qui ont maintenu les bombardiers en vol au-dessus de l'Allemagne. Descendant des segments qui ont maintenu les chasseurs en vol au-dessus du Pacifique. Descendant des segments qui ont aidé à gagner la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, le propre de l'ingénierie. Les meilleures solutions sont invisibles, elles fonctionnent, tout simplement, et personne ne sait qu'elles existent jusqu'à ce qu'elles échouent. Les segments de piston chromés n'ont jamais échoué. C'est pour ça que personne ne se souvient d'eux. C'est pour ça que Howard Fletcher n'est pas dans les livres d'histoire à côté des généraux et des politiciens. Mais il devrait y être. Parce que sans lui, sans les segments chromés, la guerre aurait été différente. Plus longue, plus sanglante, moins certaine. La prochaine fois que vous entendrez un avion passer au-dessus de chez vous, pensez à ça. À l'intérieur de ces moteurs, il y a des segments qui tournent, qui assurent l'étanchéité, qui fonctionnent. Et ils fonctionnent parce qu'il y a 75 ans, un homme dans le Michigan a trouvé comment chromer de l'acier. Il a résolu un problème que personne d'autre ne pouvait résoudre. Il l'a fait sous pression. Il l'a fait avec des ressources limitées. Il l'a fait pendant que les U-boots coulaient les navires qui lui apportaient le chrome, et il l'a fait en sachant que s'il échouait, des gens mourraient. Il n'a pas échoué. Les segments ont fonctionné, les moteurs ont tourné, les avions ont volé, la guerre a été gagnée. Et aujourd'hui, nous ne nous souvenons pas de son nom, mais nous devrions, parce que l'ingénierie compte. Les matériaux comptent, les pièces invisibles comptent, les personnes qui résolvent des problèmes impossibles comptent. Et les segments de piston chromés, ces petits anneaux d'acier et de chrome, ont compté plus que presque personne ne le réalise. Hastings Manufacturing existe toujours. Ils fabriquent encore des segments de piston. Ils utilisent encore le chromage. Le bâtiment où Howard Fletcher a travaillé est toujours debout. Il n'y a pas de plaque, pas de mémorial. Juste une usine qui fabrique des pièces, qui résout des problèmes comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours. Parce que c'est ce que font les ingénieurs. Ils prennent des problèmes impossibles et ils les rendent possibles. Ils prennent des matériaux qui ne devraient pas fonctionner et ils les font fonctionner. Ils prennent des limites et ils les brisent. Pas pour la gloire, pas pour la célébrité, juste parce que le problème a besoin d'être résolu. Et si personne ne se souvient de leur nom, ce n'est pas grave. Les segments s'en souviennent, et les segments fonctionnent toujours.